Le tribunal de l'Union européenne vient de rendre un arrêt concernant les deux accords, un agricole et un sur la pêche. Quelle lecture juridique faites-vous de cet arrêt? D'abord, il faut rappeler que le tribunal de l'Union européenne est habilité à émettre un jugement sur la validité des traités signés par la Commission européenne pour voir s'ils sont en conformité avec la réglementation de l'Union et au niveau des traités internationaux. Donc il est habilité et c'est le 29 septembre de cette année qu'il a émis des arrêts sur le volet, comme vous dites si bien, agricole et sur la pêche durable. Ces arrêts stipulent l'annulation de la décision de la Commission européenne concernant les accords signés entre cette Commission et le Maroc. Tout d'abord, une réflexion sur ces arrêts. À mon sens, on peut les qualifier de tendancieux et partials. Cela au niveau de la forme et du fond. Je m'explique. Sur la forme, qui est habilité à rester en justice pour attaquer ces accords? D'après le tribunal, le Polisario, qui est en conflit avec la Commission européenne, rappelons-le, il n'est pas en conflit dans ce cas de figure avec le Maroc, attaque la Commission et considère qu'elle a abusé de son pouvoir en donnant au Maroc un droit qu'il n'a pas. Sauf que la question de la forme se pose. Est-ce que le Polisario est à qualité pour rester en justice? D'après la Commission, il n'a pas cette qualité parce que ce n'est ni une personne morale ni un État. Là, le tribunal devait se prononcer. Si il a capacité à rester en justice et qualité pour le faire, il doit être une personne morale ou un État ou une personne physique. Ces trois éléments ne le sont pas dans le Polisario. Donc, il a jugé et il a utilisé son pouvoir arbitraire et il a considéré que le Polisario, qui est un mouvement en fait, un mouvement qui représente que lui-même, est habilité à rester en justice en ayant une approche large, comme il l'appelle, de l'interprétation ou de la qualité de personne morale. Donc, il a utilisé sur la forme un certain arbitraire, une certaine partialité qui n'est pas conforme à l'esprit de la Commission européenne. Ça sur la forme. Une fois accepté son recours, il fallait se prononcer sur le fond. Et sur le fond, il fallait se prononcer sur deux questions. La première question, est-ce qu'il y a eu consultation des populations du Sahara concernant l'établissement de cet accord? La Commission l'a fait et même a invité le Polisario à venir se prononcer sur cet accord en son temps. Il a refusé. Cette démarche a été faite par la Commission, elle a été considérée comme nulle et non avenue par le tribunal. Et aussi le tribunal a considéré que la recommandation qui a été faite par l'émissaire de l'ONU en 2002, disant que au lieu de consulter les populations, il va aller voir est-ce que les richesses produites dans ce territoire sont réinvesties dans le même territoire, le tribunal n'a pas pris en compte cette dimension. Je pense qu'il a été un peu partial, pour ne pas dire complètement partial, puisque, primo, les populations sont systématiquement consultées à travers les différentes échéances électorales. Et il y a un taux de participation qui est très élevé. Il est plus élevé que la moyenne nationale. Donc, les populations émettent leur avis sur le développement et sur la situation de ce territoire qui nous appartient à travers la participation aux différentes échéances électorales. Et la dernière échéance électorale du 8 septembre a montré que cette population a participé massivement dans la gestion, dans l'expression de sa volonté dans ce territoire. Ça d'un côté. D'un autre côté, il faut voir, et c'est très important, l'esprit de la lettre du représentant de l'ONU et de la lettre qu'il avait écrite en 2002. Est-ce que les richesses de ce territoire sont réinvesties dans ce territoire? Faisons un rappel historique. En 1975, quand le Maroc a récupéré son Sahara,
le niveau de développement de ce territoire était très très faible. Il était comparable à celui de la Mauritanie. Maintenant, ce territoire et ces régions sont des régions les plus riches du royaume, avec Casablanca. Ils ont un niveau de vie extrêmement élevé, plus riche que beaucoup de régions autres sur le territoire national. Ils ont connu un développement très important, des créations d'emplois qui se chiffrent par dizaines de milliers, des créations d'entreprises, et le niveau de vie est très élevé. Mais aussi les infrastructures. Il n'y a aucune commune mesure entre les infrastructures qui étaient pratiquement nulles qu'on avait trouvées en 1975 et les infrastructures actuelles où nous avons construit des villes avec leurs infrastructures, leurs ports, leurs aéroports, etc., etc. Donc, une population qui a profité du développement, elle a profité de ses richesses, et même, je dirais plus peut-être que le Maroc, mais pas peut-être, mais certainement, le Maroc a investi plus qu'il n'a tiré de ces territoires, parce qu'il fallait les mettre à niveau. Donc, un territoire qui se développe, une population qui s'exprime à intervalles réguliers sur son appartenance à la mère patrie. Que demande ce tribunal? En fait, il veut instaurer un avis contradictoire par rapport à la Commission, et pour dire que j'existe et que je peux émettre un avis contraire. Un avis contraire qui est susceptible d'appel au niveau de la Cour. On verra au niveau de la Cour quel est son jugement. Ça d'un côté. D'un autre côté, je souhaiterais aussi traiter de la dimension politique, économique et sociale de cet arrêt, parce que c'est un arrêt important, ce sont des arrêts importants. D'abord, on a remarqué que tout de suite après la publication de ces arrêts, il y a eu un communiqué conjoint entre la Commission européenne et le ministère des Affaires étrangères, et qui met l'accent sur l'excellence des relations entre les deux instances. Le Maroc d'un côté et la Commission. La Commission européenne est nettement consciente qu'elle a besoin du Maroc. On ne le dit pas sans prétention. On le dit dans la mesure où le Maroc constitue le rempart au niveau sud de l'Europe contre un certain nombre d'éléments qui sont l'insécurité, les flux migratoires et aussi une certaine stabilité. Le Maroc est un pays stable qui joue son rôle sécuritaire à la perfection et qui ambitionne de devenir une puissance régionale avec l'Union européenne. Donc, l'Union européenne a tout intérêt politiquement à ce que le Maroc soit fort, il ne soit pas déstabilisé. Je pense que le communiqué est assez clair puisqu'il rassure sur la nécessité de trouver un autre habillage juridique à cette collaboration ou ce partenariat. De son côté, le Maroc, bien sûr, doit maintenir l'excellence de ses rapports avec l'Union européenne, mais en même temps chercher d'autres débouchés pour ses produits. Il ne faut plus qu'il soit toujours otage de ces décisions d'un juge ou d'un tribunal, etc., qui touchent à son intégrité territoriale. Ces deux dimensions sont très importantes, politiques, mais il y a aussi le volet économique. Le Maroc doit trouver d'autres débouchés pour ses produits, mais en même temps, l'Union européenne va souffrir en cas de suspension ou d'annulation de ces accords. Nous savons quelle est la dimension sociale que représente la présence de flottes européennes au niveau de nos eaux territoriales. C'est un élément de stabilité, de création d'emplois, notamment pour les pêcheurs espagnols, car sur les 128 bâtiments de pêche qui sont présents dans nos eaux territoriales, 93 sont espagnols de la région de Galicie. Donc, l'Europe a tout intérêt à une collaboration avec nous. Nous avons aussi, il ne faut pas le dire, intérêt à avoir une excellente collaboration avec l'Europe. Nous ne pouvons que regretter cette décision, mais ce n'est pas la fin du monde. C'est une décision qui intervient. Elle peut être, disons, corrigée dans le cadre de nos relations futures et qui peuvent aussi donner une autre dimension, peut-être, qui permettra
à notre prochain gouvernement de réfléchir sereinement sur le positionnement du Maroc, sur ses alliances futures et sur le fait qu'il doit toujours avoir dans le viseur la nécessité de multiplier ses alliances et aussi de multiplier ses opportunités de relations avec les autres pays.